Bienvenue à toutes et à tous. Après une première vidéo sur les causes de la guerre russo-japonaise, cette fois on rentre dans le vif du sujet, avec le déroulement de la guerre. Dans la nuit du 8 février 1904, la flotte japonaise, commandée par l'amiral Togo Eiichiro, ouvrit les hostilités par une attaque surprise de torpilleurs contre les navires russes à Port Arthur. Cette attaque endommagea lourdement les deux cuirassés les plus puissants de la flotte russe d'Extrême-Orient. On dit que le tsar Nicolas II fut totalement stupéfait par la nouvelle. Il ne pouvait pas croire que le Japon attaquerait, et il avait été assuré par ses ministres que les Japonais ne se battraient jamais. Port Arthur, sur la péninsule de Liaodong, au sud de la Mandchourie, avait en quelques années été lourdement fortifié par l'armée impériale russe. Et comme dans cette guerre le contrôle des mers était crucial, le principal objectif militaire du Japon était de neutraliser la flotte russe à Port Arthur. Après l'attaque initiale, une série d'engagements navals a suivi. Des engagements qui furent peu concluants. L'amiral Togo n'a pas pu attaquer la flotte russe, protégée par les batteries côtières du port. Et de leur côté, les Russes étaient peu motivés à affronter la flotte japonaise. Ordre leur avait d'ailleurs été donné d'attendre les renforts d'Europe. Il faut dire que les premières attaques japonaises avaient eu un effet psychologique dévastateur sur les Russes. En résultat, les Japonais avaient pris l'initiative, tandis que les Russes attendaient au port. Faute de pouvoir couler la flotte russe, dans la nuit du 13 au 14 février, les Japonais ont tenté de bloquer l'entrée du port, en coulant plusieurs navires dans le chenal. Mais ils ont coulé trop profondément pour être efficaces. Une autre tentative, dans la nuit du 3 au 4 mai, a également échoué. En mars, le vice-amiral Stepan Makarov prit le commandement du premier escadron russe du Pacifique, avec l'intention de briser le blocus. Le 12 avril, deux cuirassés russes tentèrent une sortie, dont le navire de Makarov, le Petropavlovsk. Lorsque Makarov a repéré les 5 cuirassés de la première division, il a immédiatement fait demi-tour pour regagner Port Arthur. Cependant, le Petropavlovsk a heurté une mine posée par les Japonais la nuit précédente. Le cuirassé a coulé moins de 2 minutes après l'explosion d'une de ses réserves de munitions, emportant avec lui quasiment tout son équipage, dont Makarov. Le Popeba, lui, put être remorqué jusqu'au port, mais il avait besoin d'importantes réparations. Motivé par son succès, Togo reprit les bombardements à longue portée sur Port Arthur. Le 15, c'est au tour des cuirassés japonais Yashima et Atsuse de couler coup sur coup après avoir heurté des mines russes. Il s'agit là de la plus grande perte de la marine japonaise de toute la guerre. Si la marine russe est bloquée à Port Arthur, la flotte russe de Vladivostok mène des raids sur les navires marchands japonais. Devant cette importante menace, elle sera finalement neutralisée par la deuxième flotte, commandée par le vice-amiral Kamikura Ikonosuke. Pendant ce temps, sur Terre, les troupes japonaises avaient débarqué à Incheon, en Corée, le matin du 8 février. À la fin du mois d'avril, l'armée impériale japonaise était prête à traverser la rivière Yalu, vers la Mandchourie, occupée par les Russes. La stratégie russe était alors de gagner du temps, pour que les renforts arrivent via le chemin de fer transsibérien, qui était encore incomplet, et s'arrêter dans les environs d'Irkoutsk. Le 1er mai, la bataille de la rivière Yalu est devenue la première grande bataille terrestre de la guerre. La défaite du détachement russe a fait disparaître la perspective que les Japonais seraient un ennemi facile, et que la Russie aurait une victoire écrasante. Les chefs militaires et les hauts fonctionnaires tsaristes, comme à peu près tout le monde d'ailleurs, pensaient que la Russie était une nation largement supérieure et qu'il n'avait pas grand-chose à craindre d'un petit pays comme le Japon. Cependant, le fanatisme des soldats japonais étonna au plus haut point le commandement russe, qui ne pouvait que constater le retard et le défaitisme de leurs propres troupes. Cette bataille fut également la première victoire asiatique sur une puissance européenne depuis plusieurs décennies. Cependant, déjà à cette époque,
l'armée japonaise avait un énorme problème, une rivalité extrême entre l'armée de terre et la marine. Ainsi, la marine s'acharna à vouloir gérer seule Port Arthur, sans l'aide de l'armée. L'état-major de la marine a plusieurs fois déclaré qu'il ne demanderait jamais le soutien de l'armée. Elle continua à tenter de neutraliser la flotte russe par elle-même, même après l'échec des tentatives pour bloquer le port. La situation devient cependant tendue quand il devient clair que les Russes allaient envoyer la flotte de la Baltique. La marine japonaise n'eut d'autre choix que de permettre à l'armée de participer. En raison de cette dissension, la formation de la troisième armée, dont la tâche principale était la capture de la forteresse, fut retardée, et l'ordre de bataille ne fut finalement donné que le 29 mai. Pendant ce temps, la deuxième armée japonaise débarqua dans la péninsule de Liaodong, et le 26 mai, elle s'empara de la position russe de Nanshan, à la base de la péninsule. Si Nanshan n'était pas une véritable forteresse, la position se révéla bien plus solide qu'estimé. Les Japonais y perdirent pas moins de 4000 hommes. Le quartier général impérial à Tokyo fut si surpris par ce bilan qu'il pensa d'abord à une erreur, et qu'un zéro était en trop. Après avoir occupé Dalian, la deuxième armée se dirigea vers le nord, en direction de Liaoyang. Le 14 juin, les troupes russes qui s'étaient déplacées vers le sud pour soutenir Port Arthur ont été repoussées, et à la fin du mois de juin, les troupes japonaises étaient à proximité de Port Arthur. Si les troupes terrestres russes à Port Arthur se retrouvaient à défendre désespérément leur position en attendant que les renforts venant de Russie ne viennent les secourir, la flotte russe n'avait pas dit son dernier mot. Après la mort de l'amiral Makarov en avril, l'amiral William Whitgift fut nommé commandant de la flotte et reçut l'ordre de faire une sortie pour rejoindre Vladivostok. Malgré les pertes subies depuis le début de la guerre, Whitgift avait encore une force très conséquente, avec pas moins de 6 cuirassés, 4 croiseurs et 14 destroyers. Le matin du 10 août, alors que la flotte russe se trouvait en mer Jaune, elle fut prise en embuscade par l'amiral Togo, qui l'attendait avec une flotte de 4 cuirassés, 10 croiseurs et 18 destroyers. Vers 12h15, les cuirassés ont un contact visuel les uns avec les autres, et à 13h, la flotte de Togo parvient à barrer le thé de la flotte russe, commençant à faire feu à une distance d'environ 13 km, ce qui était alors un record historique. À 18h30, un tir de l'un des cuirassés japonais toucha le pont du Tsesarevitch, navire amiral où se trouvait Whitgift, le tuant sur le coup. Comble de malchance, la barre du Tsesarevitch se coinça, et le navire quitta malgré lui sa formation, semant la confusion parmi la flotte russe. Togo était cependant déterminé à couler le navire amiral, et continua à l'attaquer. Il ne fut sauvé que par la vaillante charge du cuirassé russe Redvizan, qui réussit par son action à éloigner les tirs japonais. Togo savait également que la flotte de la Baltique devait arriver prochainement. Il fit alors le choix de préserver ses navires en ne poursuivant pas la flotte russe, alors que celle-ci faisait demi-tour pour regagner Port Arthur. Ainsi se termina la bataille de la mer Jaune, premier affrontement moderne de flotte de cuirassés en haute mer. Après cette bataille, la flotte russe avait perdu sa capacité opérationnelle, si bien qu'ils avaient renoncé à toute sortie. Cependant, les Japonais n'avaient aucun moyen de le savoir, et la prise de Port Arthur était toujours considérée comme vitale. La capture de Port Arthur fut confiée à Nogi Malisuke, qui avait déjà une certaine expérience dans le domaine, puisqu'il était déjà l'un des commandants responsables de la prise de Port Arthur à la Chine durant la première guerre sino-japonaise. Cependant, les Russes n'avaient pas chômé, et il devient rapidement clair que ça n'avait plus rien à voir avec ce que Nogi avait rencontré 10 ans auparavant. Le 19 août, la troisième armée lança une première attaque sur la forteresse. Résultat, 15 000 soldats japonais hors de combat, et ça avant même d'atteindre la forteresse russe moderne, sachant que l'effectif initial de la troisième armée était d'environ 90 000 hommes. Commence alors plusieurs mois d'un siège sanglant. Si les Japonais n'arrivaient pas à faire tomber la forteresse et subissaient à chaque assaut de très lourdes pertes,
La situation des défenseurs russes n'est franchement pas meilleure. Toutes les tentatives pour leur venir en aide par voie terrestre ont échoué. Et après la bataille de Liaoyang, fin août, la force russe du Nord, qui aurait pu les soulager, s'est retirée à Mukden. La garnison russe à Port Arthur ne pouvait donc compter sur aucune aide. À cette période, l'artillerie et la marine japonaise bombardaient régulièrement le port, et la 3e armée occupait le mont Lichun, ce qui leur permettait d'observer quasiment tout le port, à l'exception cruciale de la zone où se trouvait la flotte russe. La marine japonaise demanda alors que la priorité soit donnée à la capture de la côte 203, qui surplombe le port, demande soutenue par le quartier général impérial. Cependant, le quartier général de l'armée de terre insista de son côté pour que l'attaque principale se concentre sur la zone nord-est. La rivalité entre les deux armées bloque encore une fois la situation. La 3e grande attaque sur la forteresse, le 26 novembre, sera également une bataille difficile. Nogi arrive alors à faire en sorte que l'attaque dans la zone nord-est soit temporairement stoppée, et la priorité est mise sur la capture de la côte 203. Après plusieurs mois d'assauts meurtriers et inefficaces, l'arrivée de plusieurs batteries d'obusiers de 280 mm, particulièrement efficaces pour détruire des points fortifiés, permet aux Japonais de capturer la colline le 5 décembre. En plus de ça, ils avaient réussi à creuser plusieurs galeries sous les positions russes, et plusieurs importantes mines souterraines ont explosé fin décembre, entraînant la capture de secteurs importants de la ligne défensive russe. Grâce à ça, l'artillerie à longue portée japonaise put bombarder la flotte russe, qui ne pouvait absolument rien faire, les canons japonais se trouvant de l'autre côté de la colline, et donc invisibles depuis le port. 4 cuirassés et 2 croiseurs ont été coulés coup sur coup. Le 5e et dernier cuirassé russe fut contraint de se saborder quelques semaines plus tard. Ainsi, tous les navires capitaux de la flotte russe du Pacifique avaient été coulés. C'est le seul exemple dans l'histoire militaire où une telle dévastation a été réalisée par de l'artillerie terrestre contre des navires de guerre. Il convient cependant de relativiser quelque peu ce bilan. En raison de la faible qualité des obus japonais, la plupart n'ont pas réussi à pénétrer le fond des navires russes. Un grand nombre de navires ont plutôt été sabordés avant et après la reddition de la forteresse, afin qu'ils ne puissent pas être utilisés par les Japonais. D'ailleurs, dès la prise par les Japonais de la côte 203, le commandement de la forteresse a fait retirer les équipages et tous les armements possibles des navires pour renforcer la défense de la forteresse. Les fortifications enfoncées, avec une garnison épuisée par de longs mois de siège et une flotte au fond de l'eau, le général de division Anatoly Stessel, commandant de la garnison de Port Arthur, estima que continuer le combat n'avait aucun intérêt et se rendit le 2 janvier 1905. Ce qui surprit totalement aussi bien les généraux japonais que les Russes eux-mêmes. Celui-ci avait pris sa décision sans même consulter les autres états-majors russes, et encore moins le tsar, ou le commandement militaire à Saint-Pétersbourg, qui furent unanimement en désaccord avec sa décision. Il fut d'ailleurs condamné à mort par une cour martiale, pour incompétence et désobéissance aux ordres. Il fut cependant gracié par Nicolas II. Sur les autres fronts, fin août, la 2e et 4e armée japonaise, commandée par Nozu Michitsura, se sont approchés de la base stratégique de Liaoyang. Lors de la bataille du 4 septembre, la 2e armée lança une attaque frontale depuis le sud, pendant que la 1re armée contourna les montagnes à l'est. Le général Kuropatkin, le commandant de l'armée russe, retira in extremis ses troupes, si bien que si les Japonais parviennent à occuper la ville, ils ont manqué de vaincre l'armée russe, qui lance une contre-attaque le 20 octobre, avec une grande offensive lors de la bataille de la rivière Chao, qui échoue devant la défense japonaise. Après ça, le sévère hiver mandchou mit un temps les combats en pause, les deux camps campant face à face le long d'une ligne de front de 110 km au sud de Mukden. En Mandchourie, les troupes russes se sont livrées à de très nombreux pillages et autres exactions
sur les populations civiles, n'hésitant pas à tuer ceux qui résistaient ou qui simplement ne comprenaient pas ce qu'ils voulaient. Les Russes étaient galvanisés par l'idée du péril jaune et considéraient tous les Asiatiques comme des ennemis. À l'inverse, durant cette guerre, les troupes japonaises se sont montrées très disciplinées, même s'ils étaient tout de même enclins au pillage, et exécutaient sommairement toute personne qu'ils soupçonnaient d'être un espion ou d'avoir collaboré avec les Russes. Dans les parties de la Mandchourie occupées par les Japonais, ils ont travaillé à améliorer la santé, l'assainissement et l'état des routes. Et évidemment, si cela améliore la vie des civils, ce n'est pas par pure bonté de cœur. L'amélioration des routes facilite la logistique, tandis que l'amélioration de la santé des populations réduit les risques que des maladies infectent les troupes. Ce qui n'est absolument pas anecdotique, sachant qu'au total, un tiers des pertes japonaises le furent de maladies. À l'inverse, les Russes n'ont fait aucun effort, si bien que de nombreux Chinois considéraient les Japonais comme le moindre mal. À savoir également que les Japonais ont pu recruter des bandits chinois pour mener des actions de guérilla en attaquant les colonnes de ravitaillement russes. À noter également que les Japonais traitaient très bien les prisonniers russes, soignant sans distinction les soldats russes blessés. On est donc extrêmement loin de ce que l'on verra plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale. On doit ce comportement en grande partie au général Nogi Maresuke. Très influencé par l'esprit et les traditions samouraïs, il avait su transmettre ses valeurs aux hommes sous son commandement. Il était également important pour le Japon d'apparaître comme une nation civilisée, s'il voulait être reconnu par les puissances occidentales. Bien que la Russie a subi un nombre important de défaites, l'empereur Nicolas II restait convaincu que la Russie pouvait encore l'emporter. Même quand tout espoir de victoire semblait avoir disparu, il poursuivit la guerre. Le tsar plaçait beaucoup d'espoir dans une intervention allemande. Il a choisi de continuer la guerre, en partie parce qu'il croyait vraiment que le Kaiser Guillaume II viendrait à son secours, ce qui n'arriva finalement jamais. Après la chute de Port Arthur, la 3e armée japonaise continua vers le nord pour renforcer les positions au sud de Mukden, où les deux armées s'étaient retranchées pour l'hiver. Mais entre le 25 et le 29 janvier, la 2e armée russe, du général Oskar Grinpenberg, attaqua soudainement le flanc gauche de l'armée japonaise, près de la ville de Sandepu. Cette offensive prit les Japonais par surprise, et les Russes n'étaient pas loin de percer leur ligne. Mais en manque de renfort, l'attaque s'enlisa rapidement, et finalement Grinpenberg reçut l'ordre de s'arrêter. Les Japonais savaient qu'ils devaient absolument détruire l'armée russe en Mandchourie avant que les renforts russes n'arrivent via le transsibérien. Ainsi ils lancèrent le 20 février 1905 une attaque coordonnée sur les flancs droit et gauche des forces russes entourant Mukden, le long d'un front de 80 km. Une bataille acharnée de plusieurs jours, où s'affrontèrent 600 000 hommes, soutenus par plusieurs centaines de pièces d'artillerie. Il s'agit tout simplement du plus grand affrontement terrestre de l'époque contemporaine avant la Première Guerre mondiale. Finalement, voyant qu'il était sur le point d'être encerclé, le 10 mars, le général Kouropatkine ordonna la retraite. Les Russes ont perdu environ 90 000 hommes, tués, blessés ou prisonniers, et les Japonais 78 000. Les Japonais eux-mêmes avaient donc subi de très lourdes pertes et n'étaient pas en état pour poursuivre les Russes, ce qui permit à nouveau à l'armée russe d'échapper de justesse à l'anéantissement total. Devant ce résultat, le président américain Theodore Roosevelt proposa au Japon d'entamer des pourparlers de paix. Mais pour les autorités russes, tout n'était pas encore joué, et il était hors de question de négocier. Tous leurs espoirs reposaient désormais sur la flotte de la Baltique, qui devait arriver prochainement en mer du Japon. Ainsi, si la victoire japonaise à Mukden mit fin à la campagne terrestre, la guerre n'était pas encore finie, et la victoire finale reposait entièrement sur la marine. Le 15 octobre 1904,
la puissante flotte russe de la Baltique prit la mer avec comme objectif rompre le siège de Port Arthur. Un périple de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, prévu pour durer au moins 8 mois. La flotte était constituée de 8 cuirassés, dont les 4 plus récents et puissants de la flotte russe, la classe Borodino, 8 croiseurs, 9 destroyers et de nombreux navires logistiques. Aller de l'autre côté du monde avec une telle flotte demandait évidemment une logistique très importante. Les Russes avaient par exemple besoin de pas moins de 500 000 tonnes de charbon pour effectuer le voyage. Mais selon le droit international, ils n'étaient pas autorisés à charbonner dans les ports neutres, obligeant les autorités russes à acquérir une importante flotte de charbonniers pour approvisionner sa flotte en mer. Après une escadre de plusieurs semaines à Madagascar, alors colonie française, la flotte russe se dirigea vers la baie de Canran, en Indochine française, en passant par le détroit de Singapour entre le 7 et le 10 avril 1905. La flotte atteignit finalement la mer du Japon en mai 1905. Tout ça pour apprendre que Port Arthur était tombé alors qu'ils étaient encore à Madagascar. Le seul espoir de l'amiral Rozeste-Vensky était désormais d'atteindre le port de Vladivostok. L'amiral Togo était parfaitement au courant de l'avancée de la flotte russe et savait qu'avec la chute de Port Arthur, elle n'aurait pas d'autre choix que de se rendre à Vladivostok, le seul autre port russe en Extrême-Orient. La flotte combinée japonaise, qui se composait à l'origine de 6 cuirassés, était désormais réduite à 4 cuirassés. Rappelez-vous, 2 avaient été perdus par des mines au large de Port Arthur. Mais le reste de la flotte était globalement opérationnel, soit 27 croiseurs, 21 destroyers et 37 torpilleurs. Fin mai, la flotte russe en était à la dernière étape de son voyage vers Vladivostok, empruntant la route la plus courte, mais aussi la plus risquée, entre la Corée et le Japon. La flotte avançait de nuit pour éviter d'être détectée. Malheureusement pour les Russes, tout en respectant les règles de la guerre, les 2 navires hôpitaux qui fermaient la marche de la flotte avaient continué à allumer leurs phares, ce qui permit à un navire japonais de les repérer. La flotte combinée a immédiatement reçu l'ordre de sortir. L'amiral Togo positionna sa flotte pour barrer le thé de la flotte russe. Les Japonais engagèrent finalement les Russes dans le détroit de Tsushima du 27 au 28 mai 1905. La flotte russe fut quasiment anéantie, perdant ses 8 cuirassés et plus de 5000 hommes. Seuls 3 navires russes ont réussi à rejoindre Vladivostok, tandis que 6 autres se sont réfugiés dans des ports neutres. De leur côté, les Japonais n'ont perdu que 3 torpilleurs et 116 hommes. Une victoire aussi écrasante est totalement sans précédent dans l'histoire de la guerre navale moderne et reste à ce jour la plus grande victoire maritime japonaise. Les Britanniques ont même qualifié la victoire japonaise d'équivalent à leur bataille de Trafalgar. Les défaites de l'armée et de la marine ont ébranlé la confiance russe. La Russie avait perdu 2 de ses 3 flottes. Ne restait que la flotte de la mer Noire, sauvée par un traité qui interdisait à la flotte de quitter la région. L'année 1905 est également marquée par une tentative de révolution en Russie, sorte de répétition générale à la révolution de 1917. Techniquement, l'Empire russe aurait encore pu envoyer des troupes contre le Japon, mais l'état économique et social du pays ne le permettait tout simplement pas. Surtout au vu de la relative insignifiance pour la Russie du territoire contesté, ce qui finit de rendre la guerre impopulaire. Clou final, le 31 juillet 1905, l'armée japonaise prit le contrôle de l'île russe de Sakhalin. Il était donc grand temps pour le tsar Nicolas II d'accepter de négocier la paix. Finalement, la paix est signée le 5 septembre 1905 à Portsmouth grâce à la médiation du président américain Theodore Roosevelt. La Russie accepte de quitter la Mandchourie, reconnaît la Corée comme faisant partie de la sphère d'influence japonaise
et cède la moitié sud de l'île de Sakhaline. Le Japon annexera la Corée en 1910, sans grande réaction des autres puissances. La victoire totale de l'armée japonaise a surpris les observateurs internationaux et bouleversera l'équilibre des pouvoirs en Asie de l'Est et en Europe, entraînant l'émergence du Japon en tant que grande puissance et le déclin du prestige et de l'influence de l'Empire russe en Europe. Cette guerre devient également la première victoire d'un pays asiatique sur une puissance occidentale des temps modernes. En ce qui concerne le bilan humain, il n'y a pas de chiffre précis. On estime que 59 000 soldats japonais sont morts au combat et 27 000 de maladie. Côté russe, on estime entre 34 000 et 53 000 le nombre de soldats tués au combat, entre 9 000 et 19 000 de maladie, ainsi que 75 000 prisonniers. À ce bilan, il faut ajouter environ 20 000 civils chinois tués durant la guerre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous encourage à mettre un petit like. Et au passage à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.